Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Donc Charlotte vient au monde dans des conditions extrêmement compliquées, en plus parce que cordon qui s'est enroulé, enfin bref, j'étais en train d'accoucher par voie basse et là aussi ça s'est mis à partir en cacahuète. D'un coup on entend code rouge, on nous dit le papa fait un bisou à la maman, il faut faire sortir bébé. On n'a rien le temps de comprendre. Moi j'ai pas tout à fait le temps d'être anesthésiée parce que j'ai su après qu'ils avaient 2 minutes, l'obstétricien avait 2 minutes pour la faire sortir. Donc j'ai tout senti au début, donc un accouchement d'une violence inouïe. Donc quand elle est sortie de mon ventre, on n'a pas pu me la présenter parce que j'étais dans un autre monde. Donc le papa est parti. Donc c'est aussi important de parler effectivement de la place du papa parce que le papa on se rend pas compte, mais on parle beaucoup de la maman, mais le papa il en prend plein la tronche. Nicolas, pour pas le nommer, se retrouve dans une salle à attendre sans savoir ce qui est en train de se passer, tout en sachant qu'on va mettre au monde un bébé qu'on ne sait même pas si elle va être viable en fait. Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts. Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai 2 enfants, Baptiste et Flora, et je suis infirmière puéricultrice. Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien. Des parents qui parlent à des parents. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits, nous allons parler et aborder un sujet délicat et important, la prématurité. Si vous êtes parent d'un bébé né prématurément, vous savez probablement à quel point cette expérience peut être bouleversante, mais aussi riche sous certains aspects. Dans cet épisode, nous allons parler de la prématurité dès la naissance. Nous allons parler des défis auxquels les parents sont confrontés lorsqu'ils ont un bébé prématuré, ainsi que les ressources et les soutiens disponibles pour les aider. Nous parlerons également des étapes cruciales que les parents doivent franchir pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Nous aborderons également les difficultés émotionnelles que les parents peuvent ressentir. Pour ce podcast consacré à la prématurité, nous recevons Olivier et Aline, des parents d'enfants prématurés et bénévoles actifs dans l'association SOS Préma. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors présente-toi aux auditeurs de Parents pas parfaits. Alors je m'appelle Olivier, j'ai 47 ans et je suis le papa de 2 enfants qui sont nés trop tôt, Clémence et Raphaël. Puis pour t'accompagner, Aline que nous recevons. Bonjour Aline. Bonjour, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, un de 19 ans qui est né à terme et ma petite Charlotte qui aura 5 ans en août et qui est née beaucoup trop tôt à 26 plus 4, c'est-à-dire à 5 mois et demi de grossesse en gros. Et pour m'accompagner évidemment, Elodie. Bonjour à tous. Quel honneur aujourd'hui, dis donc Romain. On fait ça bien quand même. Moi j'ai une première question Olivier, alors, du coup c'est des jumeaux tes enfants? Ah non, pas du tout. Moi j'aime tellement la néonate que je les ai fait en 2 fois. Okay. Donc Clémence qui est née à 6 mois de grossesse, 28 et 4. Et Raphaël qui est né 4 ans plus tard, lui à 35 tout pile, c'est-à-dire 7 mois et demi de grossesse. Alors quand on parle en 28 et 35, peut-être les parents vont pas toujours comprendre, mais c'est en semaine d'aménorrhée généralement. Mais c'est pour dire qu'ils sont nés bien avant le terme. Le terme c'est à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Ça allait être ma question. Et jusqu'à 41 ans. À partir de 37 semaines révolues, on parle de bébé à terme. Mais voilà, une grossesse complète, c'est jusqu'à 41 semaines d'aménorrhée. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous raconter donc 2 histoires? Parce que du coup, c'est pas un récit, mais c'est 2 histoires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton vécu, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, est-ce qu'il y a des explications ou pas? Parce que parfois, il y en a et d'autres fois, il n'y en a pas. Et puis ton vécu de papa, enfin voilà, revenir un peu. Alors, c'est peut-être émouvant, ce podcast parfois, alors, mais on a quand même l'habitude de raconter notre histoire dans le cadre de notre bénévolat. Donc, même si c'est émouvant, pour nous, c'est OK quand même de le faire. Ok, bon, bah super. Vas-y Olivier, je t'en prie. Alors, les 2 histoires sont très différentes, vous vous en doutez. Enfin, Clémence, ça nous est tombé dessus, on s'y attendait absolument pas. Donc, effectivement, ça a été très compliqué. Je pense que j'ai ressenti ce que ressentent à peu près tous les parents qui sont confrontés à la prématurité. C'est-à-dire qu'on bascule dans un monde qu'on ne connaît pas. Parce que la prématurité, dans les médias, ça n'existe pas. Donc, du coup, merci beaucoup pour ce podcast. On découvre les machines, les bips, les soignants, la peur, tout ça. Et c'est hyper compliqué à vivre et en même temps, c'est très paradoxal parce que rétrospectivement, c'est une sorte de cocon, la prématurité. Quand on est à l'hôpital, on est avec les autres parents, on est avec les soignants et on est avec notre bébé et on vit aussi des moments qui sont hyper touchants, qui sont hyper beaux, comme le premier pot à pot, les premières gouttes de lait quand la maman essaye d'allaiter, galère comme pas possible et finalement arrive à avoir 2 millilitres. Voilà. Et pour Raphaël, au contraire, enfin, pas au contraire, mais on s'y attendait. On savait qu'il allait naître trop tôt parce que la grossesse a été hyper compliquée, hyper médicalisée, etc. Et pour nous,
globalement, on était plutôt hyper fiers d'arriver à 35 semaines. Donc voilà, c'est deux histoires complètement différentes, mais voilà quoi, c'est deux histoires de prématurité comme il y en a tous les jours en France, un peu partout. Ce que j'allais dire, c'est vrai que 28 plus 4 ou plus 6, 28 plus 4, c'est pas la même chose que 35 semaines. Non. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça aux gens qui nous écoutent, que voilà, on parle de prématurité, mais qu'il y a aussi des différences quand même majeures entre ces deux termes-là? Alors, un bébé qui naît à 6 mois de grossesse, Clémence en l'occurrence, elle faisait 1 kilo. Ce qui, pour la sage-femme, était plutôt un bon poids pour son terme. Je te vois acquiescer, donc moi je l'ai cru quand elle m'a dit ça, mais c'est un bon poids, en effet, pour le sur terme. le coup, j'étais pas hyper prêt à avoir un bébé de 1 kilo. Ouais, quand on sait que la moyenne c'est 3,5, c'est vrai qu'on se dit 1 kilo, c'est une crevette. Parce quoi. que voilà, en fonction de ce terme-là, en effet, c'est plutôt satisfaisant, entre guillemets. Ouais. C'est ça. Et donc, un bébé de ce poids-là, il peut pas respirer tout seul souvent. Donc, Clémence, elle a été intubée. Ensuite, rapidement, elle a été extubée, c'est-à-dire qu'il y a un tube qui passe pour aider le bébé à respirer tout seul. Avec une machine. Avec une machine, tout à fait. Ouais, parce que vous êtes devenu tellement expert que ce vocabulaire-là, c'est... Ouais. Mais oui, non, mais t'as raison, c'est comme les soignants, mais tu expliques, c'est parfait. C'est ce que je dis souvent. Parce que Romain, il est néophyte, donc il va pas... Ouais, moi, si vous utilisez des mots avec 3 lettres ou 4 lettres, en fait, je comprends pas. Et les gens qui nous écoutent aussi se disent, mais de quoi ils parlent? Donc c'est bien d'expliquer, parce que du coup, c'est des choses qui vous parlent, mais aux gens. Et effectivement, c'est quand je disais qu'on bascule dans un monde totalement nouveau, tout ça, on apprend à le connaître. Le vocabulaire et tout ça, bien sûr. C'est ça. Il nous guide vachement, justement, pour comprendre tout cet univers médical auquel on connaît rien. Enfin, moi, j'y connaissais rien en tout cas. Et donc, effectivement, plus le bébé grandit, plus les supports respiratoires sont light, jusqu'à avoir des toutes petites lunettes qui pulsent un petit peu d'air. Et donc, un bébé de 1 kilo, il peut pas respirer tout seul. Il a des problèmes de rythme cardiaque, donc il fait des bradycardies. C'est pour ça qu'il y a des petits capteurs sur son corps. Des petites électrodes, qui viennent capter les mouvements cardiaques, exactement. Voilà, qui renvoient sur un scope, un écran, qui permet de mesurer le rythme cardiaque, ça va, etc., Romain, etc. c'est assez bien expliqué là. Je pense que nos auditeurs comprennent si moi je comprends. Donc ça va, pour l'instant je suis tout. Bon. Tu sais, j'ai un peu regardé Urgence et Grey's Anatomy. Et en fait, juste pour compléter, les enfants nés prématurément, en fait, leurs petites alvéoles dans les poumons, on a des alvéoles qui permettent l'échange de l'O2 et du CO2, échange gazeux. Du coup, ils sont pas déployés en gros. Ah, okay. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas respirer seuls. Les poumons sont vraiment très, comme d'autres organes, mais sont très immatures. Vas-y Olivier, on te laisse continuer. Pour résumer, un bébé de 1 kilo, il peut pas faire grand-chose tout seul. Il peut même pas s'alimenter tout seul, il peut pas téter. Donc voilà, il faut l'aider pour tout ça. Et c'est pour ça qu'un bébé de 1 kilo, il passe 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an parfois à l'hôpital, parce qu'il faut qu'il acquiert toute cette maturité-là sur ses différents plans. Raphaël, à l'inverse, il est né, il était énorme. Alors il pesait combien? Il faisait 2,2 kg. C'était juste monstre. Mais il est pas prématuré. Si, quand même, 2,2 kg. C'est un peu ce que m'ont dit certains soignants. Donc voilà, il te paraissait énorme par rapport à ta fille. C'est ça, il me paraissait énorme. Il n'avait pas de problème respiratoire parce qu'en plus, il avait eu des petits médicaments avant qui font que les poumons maturent beaucoup plus vite. Il a eu des problèmes d'alimentation. Il a fallu passer un petit peu de temps pour qu'il réussisse à s'alimenter tout seul. Mais effectivement, c'est pas du tout les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes difficultés. Mais je voudrais juste préciser un point. Vas-y. C'est mon cas à moi qui avait été confronté à la grande prématurité. Personne n'est prêt à avoir un bébé de 2,2 kg qui va être hospitalisé en néonat. C'est très bien que tu le précises, en effet. Oui. Parfois, on classe la prématurité en extrême prématurité, très grande prématurité, etc., jusqu'à un terme que nous, on déteste, qui s'appelle la petite prématurité. Et petite prématurité, c'est dire aux parents qui ont mal, c'est dire aux parents qui ont mal parce qu'ils sont pas prêts à être hospitalisés avec leur bébé, vous n'avez pas le droit d'avoir mal. Vous n'êtes pas légitime, quoi. Ouais. C'est nier un peu ce qu'ils sont en train de vivre. C'est un jugement, finalement, on porte un jugement en disant ça, et il n'y a pas lieu, quoi. Ouais, alors que peu importe petite ou grande prématurité, enfin,
C'est une pas épreuve. petite voilà, c'est une épreuve. Ton enfant, ton bébé est pas censé être hospitalisé. Tu dois sortir de la maternité. L'image un peu d'Épinal avec ton bébé et tout le monde rentre à la maison et tout Et va toi, tu bien, peux pas, à part quoi. un petit baby blues éventuellement. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc dès qu'il y a hospitalisation, il y a un traumatisme de toute façon. Oui, et puis c'est lié au fait de perdre potentiellement son enfant. L'hospitalisation, ça peut faire très Bien très sûr. peur. Ouais. Alors justement, Aline, vas-y, tu voulais rajouter quelque Donc, chose. je voulais Olivier. juste finir en disant que prématurité modérée, c'est beaucoup plus joli comme terme. Ok, et ben on retiendra. Et pour nos auditeurs, prématurité modérée. Juste avant de passer à Aline, je vais te poser la même question Aline, mais Oui. Olivier, comment tu as appris que ton enfant allait être prématuré ? Est-ce que le médecin, parce que quand on est... moi j'ai eu un enfant qui est né à terme, Félicitations. mais merci. Mais pour le coup, comment ça se passait aux premières échos, on commence à nous préparer, on commence à nous dire, ou alors c'est au bout d'un certain Ça temps. dépend. Alors, moi, dans mon Il y a cas... des stades non, là, c'est- pareil. Il y a des, Moi, dans mon cas, c'était pas le cas. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. On est arrivé à l'hosto pour rupture de la poche des os, c'est-à-dire que il y avait plus du tout de liquide amniotique autour du bébé. Donc, dans ce cas-là, c'est branle-bas de combat. On met plein de choses en place. Les soignants mettent plein de choses en place pour essayer de retarder au maximum l'accouchement et de transférer la maman, parce que nous, on était dans une maternité qui est pas du tout conçue pour s'occuper de bébés aussi petits. Donc, on essaye de transférer le bébé avant l'accouchement. Nous, ça a foiré, mais bon, voilà. Parfois, il y a 0 signe annonciateur. Parfois, il y en a dans des cas où la maman, notamment, fait de la tension. Une éclampsie ou une préclampsie. Voilà. Il y a différents cas. Dans notre cas, il y avait 0 signe avant-coureur. Ok, ouais. C'est intéressant de Dans le le mien savoir non du plus. coup. Pareil, du coup, Ouais. même truc. Ok, bah passons à toi, Aline. Du coup, alors, comment ça s'est Alors, Raconte-nous un moi, peu ton histoire. grossesse tout à fait normale, à part le premier trimestre où, voilà, nausées, etc., des petits désagréments qu'on connaît quand Envie de fraises à 1h du matin, enfin, la des choses classique. comme ça, voilà, normal, quoi. On embête un peu le papa, jusque-là, tout va bien. Les échographies démontraient aussi un développement tout à fait normal du fœtus. Et puis, à 24 SA, donc pour resituer par rapport aux auditeurs, donc 5 mois de grossesse, je me réveille en pleine nuit en train de faire une hémorragie. Ok. Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'on on était à 5 minutes de l'hôpital de Dijon, qui est un hôpital de niveau 3, donc la prise en charge a pu être extrêmement rapide. Donc on arrive, donc là effectivement c'est le branle-bas le combat, on se demande ce qui est en train de nous arriver, parce que vraiment tout le staff médical m'est tombé dessus, quoi. Vraiment, c'était très impressionnant. Moi, j'étais en état de choc. Je me rappelle pas tout à fait clairement de cette nuit-là. Ce que je sais en tout cas, et heureusement, parce que je pense que Charlotte ne serait pas là sinon, c'est qu'on a pu me stabiliser. J'étais vraiment en train d'accoucher. Le col était dilaté, fissure de la poche des os. Et puis, donc, on a réussi à me stabiliser, à stopper les contractions. 10 jours d'hospite et d'alitement total, pas poser le pied par terre, hein, même pas pour aller au petit coin, absolument rien du tout. C'est très long. Ce qui est très très long, psychologiquement et nerveusement, c'est très très difficile. Oui, et puis t'es pas au bout du chemin, quoi. T'es à 25 semaines. Hein. Et t'es pas au bout du chemin, et voilà, et tu vois bien qu'il y a des alertes. J'ai repassé 3 nuits en salle de naissance parce que à nouveau menace d'accouchement, donc une trouille à chaque fois, à nouveau pas possible. Donc là, plus le temps passe et plus on te dit, les pédiatres en l'occurrence de Réa sont venus nous voir avec mon conjoint pour nous dire voilà ce qui se passe si vous avez couché à tel terme, voilà ce qui se passe si vous avez couché à tel terme, en termes de chances de survie, en termes de séquelles, parce que plus on accouche tôt, plus les séquelles potentielles sont importantes. Donc là, on rentre dans une dimension absolument, un univers parallèle qu'on soupçonne pas et qui est absolument, c'est terrifiant. Et nous, la maman, en l'occurrence, là, moi, je me sentais totalement impuissante. On me disait, il faut tenir le plus longtemps possible. Ok, ça veut dire quoi ? Il faut tenir le plus longtemps possible parce qu'à part être couchée, c'est ce que je fais. Je ne bouge pas d'un cil. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? En fait, on te demande très clairement de ne pas accoucher. On me demande de pas accoucher. Et ça doit être horriblement culpabilisant. Ouais, c'est très culpabilisant. On me demande même de ne pas mettre, parce que ma situation était vraiment très très critique. Hein. Je pouvais accoucher à tout moment, de ne pas poser ma main sur mon ventre, de ne pas toucher mon bébé. Les femmes enceintes, on le sait. Bien sûr. Ouais. Puis en plus, voilà, notre bébé bouge à ce stade-là. On le sent bouger beaucoup. On nous dit de ne pas mettre la main sur le ventre parce que ça peut déclencher des contractions.
Donc voilà, c'était vraiment très difficile. Chaque heure est gagnée. Ouais. Donc tout à l'heure, Olivier a parlé de son fils qui a eu droit à un traitement, c'est des corticoïdes. Ouais. Quand on sait qu'il va y avoir sans doute un accouchement prématuré, on peut mettre en place ce traitement-là qui va accélérer la maturation des poumons, parce que comme tu l'as dit, les poumons, c'est l'organe qui mature en dernier. Quand on dit qu'à 37 semaines d'aménorrhée, donc à 8 mois de grossesse, c'est OK pour accoucher, c'est 41 le terme normal, mais 37, on considère que c'est un terme parce que les poumons ont fini de maturer et que c'est vraiment l'organe, voilà, c'est là où souvent le bas blesse le plus pour les enfants qui naissent très très tôt. Donc j'ai eu quand même ce traitement-là ça a sans doute aussi permis de sauver la vie de Charlotte. Donc 10 jours plus tard, donc 10 jours d'hospitalisation, j'avais des prises de sang toutes les 24 heures puisque la poche des os était rompue partiellement. Le risque, c'est les infections, parce que c'est la porte ouverte en fait aux germes. Donc le risque, c'est l'infection et que qui a déjà là employé des termes médicaux là, mais qui infecte. Et que ça rajoute encore. Et puis que là, il y a un danger vraiment. Là, de mort. S'il y avait une bactérie ou un virus qui rentre dans le liquide amniotique, il aurait fallu qu'elle accouche. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, une prise de sang pas bonne, et on m'annonce que le lendemain matin, on allait devoir déclencher la naissance de notre fille. Donc là, tu es à 25. Là, j'étais à 26 plus 3. 26 plus 3, donc quand même. Voilà. Donc 15 jours, non 10 jours après l'hospitalisation. Okay. Donc 26 plus 3. c'est énorme, hein, ça paraît pas grand-chose, 10 jours. C'est vrai que les personnes qui vont nous écouter pourraient se dire 10 jours c'est quand même pas grand-chose sur 9 mois de grossesse, mais 10 jours à ce stade-là, on a basculé de l'extrême prématurité. Déjà, si j'avais accouché à 24, c'était de l'extrême prématurité, c'est même le seuil limite de prise en charge en France. Sinon avant il n'y a pas de réanimation, hein, tout simplement. Donc voilà, ça change quand même la donne. Bon, on savait quand même que ça allait être coton, parce que c'est vraiment très, on est sur la très grande prématurité. Donc Charlotte vient au monde dans des conditions extrêmement compliquées, en plus parce que cordon qui s'est enroulé, enfin bref, j'étais en train d'accoucher par voie basse, et là aussi ça s'est mis à partir en cacahuète. D'un coup, on entend code rouge, on nous dit le papa fait un bisou à la maman, il faut faire sortir bébé. On n'a rien le temps de comprendre. Moi, j'ai pas tout à fait le temps d'être anesthésiée parce que j'ai su après qu'ils avaient 2 minutes, l'obstétricien avait 2 minutes pour la faire sortir. Donc j'ai tout senti au début, donc un accouchement d'une violence inouïe, voilà. Et puis moi après, j'ai pas pu voir Charlotte, ma fille, pendant 24 heures parce que j'étais médicalement c'était pas possible. Donc le papa est allé à la césarienne du coup. À cause de la césarienne, et puis j'ai mal réagi à l'anesthésie parce qu'il y a quand même eu une anesthésie, donc j'ai pu la rencontrer 24 heures plus tard. Donc quand elle est sortie de mon ventre, on m'a pas pu me la présenter parce que j'étais dans un autre autre monde. Hein. Donc le papa est parti. Donc c'est aussi important de parler effectivement de la place du papa, parce que le papa on se rend pas compte, mais on parle beaucoup de la maman, mais le papa il en prend plein la tronche. Mais vraiment plein la tronche. Oui, parce que je te coupe juste, mais déjà dans un accouchement normal ou quand il y a un code rouge César, le père il est là, il voit pas ce qui se passe, mais en plus là, il y a danger pour la mère et danger donc, pour l'enfant. Mon conjoint, Nicolas pour pas le nommer, se retrouve dans une salle à attendre sans savoir ce qui est en train de se passer, parce qu'on n'a pas le temps de lui expliquer à ce moment-là. En plus, tout en sachant qu'on va mettre au monde un bébé, on ne sait même pas si elle va être viable en fait. Donc ça rajoute, on a fait une espèce d'empilement de trauma nous en ce qui nous concerne, et ce n'est que le début. Donc ça c'était la naissance, installation en réa, elle a été intubée, elle a respiré toute seule quand même. Elle pesait combien? Elle pesait 740 grammes, 30 cm. Hein, c'est hallucinant de se dire qu'il y a des enfants qui naissent. C'est même pas imaginable, quelle taille ça fait. En fait, t'as l'impression d'avoir un petit oisillon qui est tombé du nid, que tu tiens dans ta main quasiment. Alors pour le coup qu'on n'a pas le droit de tenir dans nos mains, évidemment, on n'a même pas le droit de le toucher au début. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer quelle taille ça fait tellement c'est petit. 30 cm. C'est rikiki quoi. Voilà. On invite les gens à prendre un centimètre et mesurer. C'est incroyable. Ça paraît, en tout cas moi qui ai travaillé en néonat et qui pris en charge des bébés d'environ 500 grammes pour les plus. Ça paraît extrêmement fragile. Oui. Et tu te dis même, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais comment c'est possible que ça vive? Pardon pour le terme, mais en fait, c'est pas. On imagine le bébé, 3 kg, 3 kg 5, tu le disais tout à l'heure, c'est un peu la norme. Là, tu vois un bébé de 740 grammes et qui fait 30 cm, c'est pas tout à fait. Il y a quelque chose de déshumanisé, en fait. Tu comprends pas bien. En plus, le trauma, t'es dans un état de stress post-traumatique, faut le dire. Tu n'es pas préparé à ça. Voilà. Et t'as l'impression d'un truc pas abouti, mine de rien. Complètement, oui. Complètement. C'est ça qui est dur. Ouais, tout à fait. Première rencontre 24 heures plus tard en ce qui me concerne. J'avais très peur de cette première rencontre. On parle souvent de l'attachement en fait à ce bébé-là qui n'est pas le bébé fantasmé et rêvé. Ça peut être compliqué pour certains parents. On le voit nous quand on va dans les services.
dans le cadre de notre bénévolat. On le voit aussi avec certains de nos collègues bénévoles pour lesquels ça a pu être très compliqué. En ce qui me concerne, ça a tout de suite été ma fille, parce qu'en fait, elle a eu un petit mouvement des pieds que j'ai reconnu qu'elle faisait dans mon ventre, comme si elle me disait c'est bien moi. C'est rigolo, et mon conjoint lui-même aussi l'attachement et l'amour a été ressenti de manière immédiate. Ça a été notre chance. Ça nous a beaucoup aidé, ça. C'est très très important. Parcours du préma, le parcours du préma, du très grand préma, on sait qu'il va être jalonné d'un certain nombre de difficultés. On t'accueille en réa en te disant alors on ne se projette surtout pas. En fait, Et bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, je vais te couper, Aline, parce que du coup, tu vas répondre à toutes les questions qu'on a d'un coup. Et puis on reviendra après sur Olivier. Là, c'était l'histoire de votre naissance. On va revenir après au fur et à mesure sur justement, quelle posture ont eu les soignants? Qu'est-ce que vous retenez? Parce que, alors, on dit toujours, il y a des soignants plus ou moins bienveillants, plus ou moins à l'écoute. Vous avez retenu quoi comme ambiance? Alors, Olivier, je te laisse répondre. Sur la communication et sur qu'est-ce que tu as ressenti du coup? Enfin voilà, c'est quoi ça? C'est même pas en fait les attitudes. C'était quoi l'histoire? C'était quoi l'ambiance? Vous êtes imprégné de quoi? Là, pour le coup, je pense que je parle au nom de la quasi-totalité des parents de préma. Okay. Nous, on est d'abord hyper reconnaissants envers les soignants. Okay. Enfin, ces gens-là... C'est important de le dire. Ce sont nos héros, en fait. Vraiment. Bien sûr. Nous, on n'a pas attendu mars 2020 pour applaudir à 20h. Les soignants ont sauvé nos bébés. Et c'est ce qui nous motive aussi dans notre action bénévole. Et c'est ce qui nous motive aussi parfois, aujourd'hui, à les titiller. Parce qu'on veut qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils soient encore mieux, encore plus forts. Pour répondre à ta question, moi j'ai été accueilli par une infirmière qui s'appelle Valérie, qui est devenue une amie, qui est sortie de son service pour m'accueillir. Ce que j'ai trouvé extrêmement fort comme geste. Elle a été une personne hyper importante pendant toute l'hospitalisation pour nous, et les doudous de Clémence qu'elle a encore aujourd'hui s'appellent Doudou Valou. Et c'est pas par hasard. C'est parce que c'est elle qui a donné non, vous avez raconté l'histoire. Oui. Okay. Mais les soignants, il y a plusieurs figures de soignants qui sont aujourd'hui devenus des amis, des copines, etc., qui ont quand je disais tout à l'heure qu'il y a certains très très beaux moments en néonat ou en réa, c'est beaucoup de beaux moments avec ces soignants qui sortent pour dessiner une petite fleur autour du nom de Clémence, qui ont eu des attentions qui encore aujourd'hui nous touchent énormément. Donc, je vois qu'Aline acquiesce, parce qu'on n'entend pas forcément. Que faire? Je suis complètement d'accord avec Olivier. Nous, on avait même des soignantes, des fois, surtout la nuit, les filles qui étaient en charge de notre fille la nuit, qui écrivaient dans un carnet avec lequel on est reparti à la fin de l'hospitalisation pour laisser une trace et puis pour humaniser cet univers qui est si anxiogène pour les parents. Avec les bips, avec les scopes, avec les alarmes. C'est vrai que les parents qui n'ont pas eu d'enfants prématurés se rendent peut-être pas compte, mais c'est un milieu dans lequel tu rentres où il y a des alarmes tout le temps, des bips tout le temps, donc ça peut crée une et la ambiance mort qui rôde, la mort qui rôde en fait. En réa, la mort est partout. À tout instant, ça peut basculer quand on est en réa. C'est hyper difficile le boulot des soignants en réa ou en néonat, parce qu'au-delà de tout ce qui est technique, etc., il faut qu'ils s'adaptent constamment à des parents qui sont très très différents. Nous, on était hyper demandeurs de tout comprendre, de tout analyser, savoir le nom des médicaments, ce que c'était, etc., etc. Et j'ai observé notamment le comportement de Valérie, mais de plein d'autres soignants. Avec nous, ils avaient compris qu'on voulait ça. Votre fonctionnement, vos demandes, vos besoins. Ils nous faisaient le laïus tous les matins, etc. Et avec d'autres parents, c'était pas du tout ça, parce que ces parents-là n'attendaient pas ça. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse du rôle des soignants en réa et en néonat tout particulièrement, c'est de savoir s'adapter à des parents qui sont constamment différents. Et Aline et moi, on intervient par rapport, parfois en école de puère, en école d'auxiliaire, et parfois on nous demande ce que pensent les parents vis-à-vis de ça. Et souvent, on est obligé de leur répondre, en fait, ça dépend des parents. Mais c'est ce qui fait la richesse des soignants, que de s'adapter à des parents qui sont constamment différents. Et moi, ça me parle ce que tu me dis, parce qu'il y a des parents qui vivent le trauma de manière plus mutique, c'est-à-dire qu'ils se renferment dans c'est un mécanisme de défense aussi d'aller se recroqueviller un peu. Donc oui, il y a des parents très tournés vers l'extérieur pour qui c'est très rassurant d'avoir le détail des traitements comme tu dis, et puis d'autres. Alors parfois pour les soignants c'est même plus difficile, les parents qui se recroquevillent, parce qu'il faut aller avoir accès, que des parents qui vont être plus expansifs. En tout cas le lien est plus facile à les tirer, tu vois. Aline, du coup, toi, tu rejoins beaucoup Olivier. Oui, tout à fait. Moi je garde que de bons souvenirs.
un peu étrange de dire ça, des personnes qu'on a rencontrées, évidemment, et Olivier pourrait le dire aussi. Il y a des soignants avec lesquels on a eu moins d'atomes crochus, mais ça, c'est la nature humaine qui est ainsi faite, en fait. C'est une histoire de feeling. Et puis, parfois, peut-être des personnes qui manquent un petit peu de psychologie. Et voilà. Et ça, c'est... des petites maladresses, quoi. Voilà. C'est pas très grave, finalement. Ce qu'on retient surtout, c'est effectivement les suppléments d'âme et les moments de grâce qui ont lieu pendant cette hospitalisation. Et des jolis moments, il y en a beaucoup. Donc, c'est la relation, quoi. C'est les relations que vous avez créées avec ces soignants et avec vos bébés. Hein. En fait, c'est un prolongement. Les soignants sont un prolongement quelque part de... il y a le bébé, il y a les soignants, il y a nous. Et nous, les parents, quand on n'est pas à l'hôpital, on appelle les soignants quand on veut. Et la nuit, n'importe quelle heure, on peut appeler les soignants tout le temps. Donc, ils sont vraiment les anges gardiens, quoi, de nos bébés. Vraiment, c'est peut-être fort comme terme, mais c'est vraiment ça. Et en ce qui me concerne, on a eu, pendant les 2 mois de réa, une infirmière, Bénédicte, qui s'est occupée beaucoup de Charlotte dès qu'elle travaillait. Dès qu'elle travaille 2 jours, elles sont en 12 heures, les filles de Dijon, donc elles travaillent 2 jours, après 3 jours de repos, etc. Dès qu'elle était là, c'était elle qui s'occupait de Charlotte, mais elle le demandait, en fait. Ok. Et elle s'est battue comme une lionne à nos côtés. Et d'ailleurs, le jour où Charlotte a été transférée sur l'hôpital de Besançon, en néonat, puisqu'on habitait Besançon à ce moment-là, donc que son état était suffisamment stable pour être transféré. On a dit au revoir à Bénédicte, ça a été un déchirement. Comme l'a dit Olivier, on quitte un cocon, on quitte une petite famille, on quitte un univers qui fait vraiment flipper, comme je vous l'ai dit, mais qui est à la fois sécurisant, puisque... Puis on y prend ses repères, on se recrée notre petite vie dans ce service. Et il y a vraiment des personnes ressources, il y a un attachement très fort. Et on le dit souvent, il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à cette infirmière en l'occurrence. Ouais, comme quoi, on dit souvent que l'accueil, les premiers moments, les interactions, les choses qui se créent, ça reste. C'est vrai que les relations qu'on crée... Il y a des mots qui sont importants, qu'on entend, qui restent imprimés surtout. Ouais. Alors, qui peuvent traumatiser en plus. Qui peuvent traumatiser. Ce qui est très important pour les soignants, je pense, moi, si j'ai un message à passer, c'est l'occasion. C'est effectivement, quand les soignants vous disent... Nous, on a l'impression d'être impuissants. Ton bébé, il est branché de partout. Tu n'as même pas le droit de le toucher parce que la peau n'est pas mature. Enfin, tu peux poser tes mains sur lui, mais tu peux pas le caresser. Tu peux pas faire grand-chose quand même. À part être là, à attendre et à espérer qu'il bascule du bon côté, du côté de la vie et que ça aille. Mais il y a des soignants quand même qui font tout pour que tu puisses participer aux soins dès le début, même quand le bébé est très instable, même quand le pronostic vital a été engagé. Ça a été notre cas. Moi, je me souviens vraiment d'une infirmière qui m'a proposé, qui m'a pris la main, quoi, de faire les soins. Donc les soins, c'est-à-dire c'est changer la couche, c'est laver les yeux au sérum Phi, faire une petite toilette, etc. Et moi, j'avais l'impression que c'était pas possible, vu l'état dans lequel était ma fille. Et si, elle m'a donné ma place de maman, et mon conjoint, pareil, elle nous a donné notre place de parents. Comme si finalement t'étais à la maternité de manière tout à fait normale et que t'allais donner le bain à ton bébé. Et ça, c'est des petits détails, c'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence. Ouais, mais je pense que tu vois, je te rejoins tout à fait. Un bon soignant, c'est prendre en considération le parent et le considérer comme un partenaire de soins. Exactement. Pas le mettre à part. Alors c'est valable en néonat, en réa-néonat, mais dans les autres services, en pédiatrie, quand il y a des enfants qui sont hospitalisés, en fait, à partir du moment où tu es à l'aise avec ta propre pratique, tu dois pouvoir intégrer le parent un maximum, à part si son désir, c'est de pas participer et de pas être là. Il faut respecter son désir. Bien sûr. Mais oui, tu vois, tu t'en rappelles effectivement, encore. pas culpabiliser. Tu as raison de le préciser parce qu'il y a des parents qui sont pas prêts. On parlait de l'attachement tout à l'heure, ça peut être compliqué. Donc, il faut accompagner les parents. Et là, il y a la psychologue dans le service aussi qui joue son rôle. Mais surtout pas culpabiliser, mais en tout cas permettre de le faire. Permettre de le faire. Laisser une porte ouverte. Il y a eu le retour à la maison. Ensuite, comment ça s'est fait ? Oui. Le parcours a été long, mais il va falloir faire une petite transition. Du coup, ce cocon, tout. Alors après, Aline, peut-être que tu veux revenir sur la néonate et la réa, la différence entre les deux, j'imagine. Peut-être ça n'a pas été pareil, ce transfert dont tu nous as parlé. Pas forcément. Je voulais juste préciser que Charlotte a fait un arrêt cardiaque à 1 semaine de vie et que pendant 3 semaines, son pronostic vital a été engagé. Et on a failli la perdre à plusieurs reprises. Donc c'est vrai que nous,
l'arrivée à la maison, on a pu la projeter de manière très tardive. Ça a été, le parcours a été extrêmement long. Ça a duré combien de temps en tout alors l'hospitalisation de Charlotte? 4 mois. Ouais. C'est 4 mois sans faire de projet au final. Alors tu commences à en faire des projets quand même quand tu arrives en néonat. Quand tu quittes la réa, là tu te dis... T'as eu combien de temps de réa? 2 mois de réa et 1 mois et 3 semaines de néonat. D'accord. Quasi moite-moite quoi. Ouais, c'est ça. Donc les 2 premiers mois, pas de projection facile quoi. Non. Donc pendant 2 mois, donc c'est hyper long 2 mois. Alors il y a quand même au bout de 2 semaines avant son transfert, où là j'oublierai jamais cette phrase d'un praticien hospitalier qui nous dit « Vous avez le droit de commencer à souffler ». Oh. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti avec ton conjoint? C'est difficile de lâcher prise quand alors il y a eu l'hospit avant en ce qui me concerne, donc t'as surtout le lâcher prise pas possible. Et puis après, faut imaginer qu'en fait c'est une bataille contre la mort ou une bataille pour la vie. Ça dépend comment. Voilà. Ça dépend de quel côté tu te places. C'est ça. Et finalement, de lâcher, c'est très très compliqué. Et on le fait pas avant. Est-ce qu'on a lâché là maintenant ou pas? Des années plus tard. En fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire à quel moment on peut le valider quoi. Quand le médecin te dit ça, en fait, tu lâches pas quoi. Dans ta tête, tu te dis mais les risques. T'es un peu rassuré. Tu te dis bon, alors le risque vital, visiblement quand même, on a passé le cap. Voilà. Mais ça, c'est raisonnable, émotionnellement. Est-ce que du coup tu lâches en même temps que cérébralement tu te dis ok bon là est-ce qu'émotionnellement tu arrives à te détendre C'est compliqué parce qu'il y a encore on en parlait, Olivier disait tout à l'heure qu'un bébé qui naît très tôt il n'est pas autonome sur plein de plans, donc d'accord sur le plan respi, sur le plan cérébral, c'est-à-dire que voilà, elle risque plus de faire d'hémorragie cérébrale, c'est aussi le gros risque chez les bébés qui naissent très tôt. On a passé le cap des choses vraiment, des grosses tuiles, mais il y a encore l'alimentation. Et puis après, la température, on en parlera peut-être tout à l'heure, la température, mais on sait aussi qu'un bébé qui naît très tôt, le risque de séquelles est très important. Donc on nous dit aussi attention, en épée de Damoclès. Le chemin, il y a le marathon hospitalier, mais c'est loin d'être terminé derrière et on nous le dit quand même, on le sait. Donc ça c'est hyper anxiogène, j'imagine. Ou on n'y pense pas. Alors au début. À ce moment-là, quand on est en guerre pour que son bébé vive, t'es en mode survie, il y a que ça qui compte. Tu peux pas tellement intellectualiser finalement ce qui peut se passer ensuite. Et c'est quel potentiel. Voilà. Donc ça, on en parlera peut-être après en ce qui me concerne effectivement, parce qu'on a malheureusement cette expérience-là de la séquelle de notre côté. En fait, c'est souffle un peu, mais avec une bouteille d'oxygène sur le dos au cas où quoi. C'est ça, voilà. C'est une sacrée épreuve de vie. Hein. Ouais, clairement. Oui, c'est une sacrée épreuve de vie. Et j'en discutais avec des amis ce week-end. Ça apprend des choses aussi. Il y a un avant, il y a un après. Alors je suis pas en train de dire que j'ai fondamentalement changé, qu'il y a une Aline avant, une Aline après, mais il y a quand même une façon de voir les choses, de voir la vie qui est pas tout à fait la même. On n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les. Et ça, pour le coup, c'est précieux. Vraiment. Ouais. C'est ce que disent les gens qui ont un cancer, c'est ce que disent les gens qui frôlent la mort. Et dans les grosses épreuves de vie, c'est à la fois extrêmement difficile à vivre et à la fois bizarrement. D'extérieur pour des parents peut-être qui ont un nouveau-né là qui se disent oh là là mon Dieu qu'est-ce que ça doit être dur. Bizarrement quand on vit ça apprend des choses et ça donne de la flamme de vie. Sur le couple. Et sur le couple. Et sur le couple aussi. Alors dans vos conjoints. Dans un autre. Oui, Olivier. Sur le couple, ça marche pas à tous les coups. Hein. Il y a beaucoup de... Non, alors, avec ma compagne, tout va bien, c'est pas ça. Oui, ça peut être... Vous en avez croisé, d'expérience dans l'association, on constate qu'il y a quand même beaucoup de couples qui se séparent suite à cette expérience-là. Et ça va mieux depuis que le papa a un congé spécifique paternité, donc il a le droit à 30 jours supplémentaires qu'il peut passer auprès de son bébé. Depuis quelle année? 2021. C'est le nouveau congé paternité. Non mais je veux dire, il n'y a rien de spécifique pour les papas d'enfants prématurés, et ça c'est le congé pour tout... Si, il y a 30 jours supplémentaires. Ah donc ça fait 60 jours en tout. C'est ça, qui ont été obtenus par une association qui commence par SOS et qui finit par... Ok, vous pouvez vous faire de la pub, profitez-en. Donc ça va mieux. Ok, c'est génial, c'est une super avancée, ça veut dire que c'est votre asso qui a permis de faire bouger les choses, parce que ça paraît quand même aberrant. Et la place du père, nous on y est hyper sensible, moi j'y suis hyper sensible parce qu'elle est fondamentale et que voilà, on devient parent, on devient père aussi, c'est un processus maturatif, donc le père il a besoin d'être là quoi. Ah mais clairement,
moi, il y a quelques années, quand j'intervenais à l'hôpital, je voyais des couples où le papa avait traversé l'hospitalisation sans rien comprendre. Il était là le soir pour faire une sieste avec son bébé en peau à peau. La maman, elle avait vécu tous les examens de la journée, toutes les mauvaises nouvelles de la journée. Et au bout de 2 mois d'hospitalisation, il sortait avec un vécu totalement différent. C'est là que ça peut en plus se blesser, parce que je veux dire, clairement. quand il y a un tel gap entre le père et la mère... Clairement. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, je pense que voilà, il y a un peu moins de couples qui splitent suite à la prématurité, mais il faut être très soudé, quoi. Ouais. Oui. C'est une épreuve de vie pour les deux. Oui. Donc vous, vos couples ont résisté. Oui. Ça va. C'était des vraies bonnes équipes face à ça. Alors que nous, moi, ça faisait même pas 1 an qu'on a eu Charlotte quand on se connaissait. Donc finalement, quand tu dis faut être soudé, on savait qu'a priori notre couple, sinon on n'aurait pas lancé ce bébé. On était fait pour quand même être bien ensemble et traverser des choses ensemble, mais quand même. Voilà. Là, c'est rapidement. Là, c'est la mise à l'épreuve directe. Ouais, c'est ça. On va voir si vraiment on est fait l'un pour l'autre. Là, on va vite le savoir. Ça a fonctionné. On se marie dans 2 mois. Ouais, félicitations. Cool. Et alors, donc du coup, oui, des couples qui ont bien tenu, des bonnes ententes. Et votre entourage, alors l'entourage, la famille, les amis, qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'entourage et cette traversée, cette longue traversée d'hospitalisation? Par rapport à leur présence, tu veux dire, c'est ça la question? Non, c'est plus large, par rapport à leur parole, leur point de vue. Alors, peut-être qu'ils ne connaissent pas, ils savent pas ce qu'est un enfant prématuré et que du coup, tu vois, ils ont découvert en même temps que ce qui vous est arrivé. Alors, en ce qui nous concerne, encore une fois, les histoires peuvent être semblables, mais sont aussi très différentes. Avec mon conjoint, on a eu besoin de passer le cap du pronostic vital engagé, comme je le disais, qui a quand même duré presque 1 mois pour nous, seuls, et ne pas faire venir la famille. Moi, j'ai un fils aîné qui a 19 ans, né de ma première union. Donc, mon fils, à l'époque, avait 14 ans. Donc, lui, c'est le seul qui est venu. Charlotte avait 1 semaine. Le matin, elle a fait un arrêt cardiaque l'après-midi. On l'a fait venir le matin. On ne savait pas ce qui allait se passer. Mais sinon, on a vraiment attendu d'être sûr pour leur présenter Charlotte. On a attendu aussi peut-être qu'elle grandisse un peu et qu'elle soit moins impressionnante. Parce que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est impressionnant vraiment. Et ça peut être très choquant. Donc, on avait d'une part pas envie de leur imposer ça. Et d'autre part, pour nous, c'était c'était de l'ordre de la pudeur. Notre intimité, à ce moment-là, on avait besoin de la préserver, on avait besoin de rester dans notre bulle, que les deux. Tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il y a des parents qui sont tournés vers l'extérieur. Nous, à ce moment-là, pendant ce premier mois-là, on parlait à la psychologue. On n'était pas du tout mutique pour le coup. On parlait aux soignants, on avait besoin de tout comprendre, tout savoir, pour savoir contre quoi on se battait. Mais l'entourage, on a fait rideau, quoi, là, vraiment. On avait toute notre énergie était vraiment destinée à accompagner Charlotte, et vraiment on voulait les préserver, peut-être à tort, peut-être que voilà, s'ils entendent l'émission, j'espère, ils ont intérêt. Voilà, ils vont me dire bah non, mais nous on aurait aimé en fait peut-être. Ils me le diraient pas comme ça parce qu'ils ont respecté tout à fait pour le coup. Ils ont été hyper à l'écoute et bienveillants, et ils ont respecté notre besoin et notre façon de voir et de vivre la chose. Alors en ce qui nous concerne, après, on a la chance d'être très bien entourés, que ce soit amis, famille. Ça a été vraiment, c'est très précieux. Quand on traverse une épreuve, quelle qu'elle soit, de toute façon, d'être entouré, ça paraît bête à dire, mais c'est vrai, quoi. C'est autant de piliers autour de soi qui va permettre des fois de se poser un peu, quoi. Et puis d'être épaulé quand il y a le retour à la maison. Enfin, on en parlera après, mais c'est pas rien. Oui. Bah oui, non, c'est un grand changement. Et toi, Olivier, de ton côté, un entourage soutenant ? Alors oui, mais on n'a pas fait un choix aussi drastique qu'Aline, mais nous on a choisi de ne communiquer qu'avec nos parents respectifs. Tout le reste de la famille. Pas les frères et sœurs, juste les parents respectifs. Alors si, pour la petite histoire, ma fille est née le 24 décembre, donc il y avait un peu mon frère qui était à la maison chez mes parents, tout ça. Donc mon frère était au courant, mais après on a décidé de ne communiquer qu'avec nos parents respectifs, et après ils se débrouillaient pour faire passer l'information. On avait très peur d'être confronté à des gens qui ne comprendraient pas ce qu'on était en train de vivre, et c'était le cas, ils ne comprenaient pas. Alors nos parents ont été hyper cool, pour le coup, ils n'ont pas eu de paroles à côté de la plaque, etc., ce qui arrive très très souvent, malheureusement. Nos parents ont été géniaux, mais pour la petite anecdote, il y a 1 an et demi, je crois, il y a ma belle-mère que j'aime
Et c'est pas une vanne. Je l'aime vraiment. Non, mais il le précise quand Elle même. s'appelle comment ta belle-mère? Alors son surnom c'est Mamicha. Mamicha? Oui. C'est marrant, mes enfants appellent ma mère comme ça, Mamicha. C'est rigolo. Mais Bon, attends, vous vous connaissez peut-être. non, on se connaît pas, on n'a pas la même mère, mais c'est rigolo. Et donc Mamicha était à la maison et j'ai participé, enfin mon témoignage a été repris dans un bouquin sur la prématurité qui a été écrit par une psychologue qui s'appelle Myriam Danet. En fait, c'est toi la star. Fallait le dire. C'est toi la star. Non. Vachement bien le bouquin d'ailleurs. Ok. Et le bouquin était à la maison et elle commence à lire ce bouquin, je la vois feuilleter, etc. Et puis à un moment, je lui dis qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Elle me dit mais je savais pas que vous aviez vécu tout ça, quoi. Et c'était 7 ans après la naissance de Clémence. Et encore aujourd'hui, elle découvre des choses sur la prématurité. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, la prématurité, ça n'existe pas. Personne n'en parle. Alors plus largement, je dirais que tout ce qui est lié au bébé, au tout petit, on tait beaucoup de choses. Je pense au syndrome du bébé secoué. Je pense et il y a des vraies choses à faire, mais la prématurité, évidemment, en fait partie aussi. Ouais. On n'accorde pas assez d'importance au bébé parce qu'il s'exprime pas, parce qu'on a un point de vue. Voilà, quand on sait que dans les années 70, on opérait les nouveau-nés à cœur ouvert, oui, parce que c'est tellement choquant. C'est ouf de dire ça. En fait, de se dire qu'il y a, alors c'était il y a 50 ans quand même, on opérait à cœur ouvert des nouveau-nés. Aujourd'hui, ça nous paraît mais inconcevable, tu vois. Et si je peux rebondir là-dessus, il y a alors un bébé prématuré, quasiment tout le temps, il n'est pas capable de pleurer. En plus. Et du coup, un bébé prématuré, c'est hyper compliqué à comprendre quand on est parent parce qu'on n'a pas les clés. Mais les clés, elles existent. Et il y a une philosophie de soins qui s'appelle le NIDCAP, qui n'est pas qu'une philosophie. Scientifiquement, c'est démontré. Ils ont publié des méta-analyses dans tous les coins, ça fonctionne. Et le NIDCAP, le principe, c'est d'apprendre aux parents à observer leur bébé. Donc, on a des soignantes qui sont formées NIDCAP, qui viennent expliquer aux parents que quand le bébé fronce un petit peu les sourcils ou le coin de l'œil, ça veut dire qu'il est dans une situation d'inconfort et qu'il faut arrêter les soins. Il faut juste le laisser peinard pendant quelques temps. Quand il commence à friser autour de la bouche, ça veut dire qu'il va pas tarder à avoir la dalle. Enfin voilà, le NIDCAP, c'est vraiment un truc qui est génial pour les parents d'enfants prématurés pour comprendre leur enfant et se sentir un tout petit peu moins quiche à côté de leur bébé, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ça vient expliquer aux parents qu'ils ont des compétences, même si on les voit pas au premier abord, que les bébés ont des compétences et du coup, ça rend les parents aussi compétents parce que vu qu'ils arrivent à repérer ces choses dont tu parles, ils se sentent plus impliqués, quoi. Ouais, ils se sentent plus compétents, ils se disent j'ai compris ça, tu vois. Comme si tu arrives à mieux comprendre quelque chose, tu te sens meilleur, quoi, entre guillemets. Donc, Et ça nous redonne notre place aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de parents. J'allais parler de l'association. Vas-y. Moi, j'allais parler du retour à la maison, mais vas-y. Alors, on avait dit qu'on ferait un podcast. On va faire un peu plus long. Un peu plus long, c'est pour ça. Mais on peut. On va faire un peu plus long que d'habitude, sinon on n'arrivera pas. C'est passionnant, on peut continuer. Je crois qu'on est trop bavard. Non, pas du tout. Non, je disais pas ça. Non, mais c'est un sujet qui mérite qu'on aille en profondeur. Donc voilà. Puis c'est vrai que nous, dès qu'on peut en parler, je pense qu'on est quand même très vous êtes passionnés. Donc, deuxième question, le retour à la maison. Il y en a 22. Mais alors... Non, on va parler du retour à la maison. Puis après, peut-être aussi des axes d'amélioration, des conseils que vous pourriez donner à des parents qui nous écoutent. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est d'aller sensibiliser peut-être une maman qui est installée sur son lit d'hôpital et qui est comme toi il y a 5 ans. C'est ça l'idée. Alors ce retour à la maison. Oui. Après on peut pas revenir en détail sur tout le parcours, mais l'idée c'est que c'est long, c'est laborieux, qu'il y a plein de pics et qu'on n'est jamais certain, en tout cas pour toi Aline, mais j'imagine que pour Clémence, il y a quand même eu des similitudes et que c'est un long parcours, même un parcours du combattant et que encore aujourd'hui, et vous allez nous en parler, il y a des choses qui peuvent poser souci entre guillemets, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été confrontés tous les deux à des séquelles de la prématurité, c'est ça? Alors, non, en ce qui me concerne, oui. Pas moi. Pas toi. D'accord, ok. Alors, ce retour à la maison, juste le changement, parce que du coup, changement d'ambiance, changement de... Parce que tout seul. Et déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le terme « arriver à la maison » qui est vachement plus joli. D'accord, j'ai dit retour. Ouais. Pas de problème. Arriver à la maison. Il arrive à la maison. Il n'a pas vu avant. Et en plus... avant on était 2, là on est 3, c'est une nouvelle vie qui commence. T'as raison, c'est une arrivée. Voilà. Je ferai attention. Raison de préciser, Olivier. Non mais t'as raison. Et moi j'ai pas vécu tout ce que vous avez vécu, donc c'est vrai que ce mot-là tu vois, j'y fais pas particulièrement attention, donc t'as raison. Mais c'est un mot qui est utilisé même dans les situations normales où les gens reviennent à la maison. Oui, c'est vrai, c'est un retour à la maison, alors qu'en fait non. Non, c'est une arrivée. On arrive avec quelqu'un en plus quand même. Et la sémantique est importante.
Je te remercie. L'arrivée à la maison, c'est un moment qui est génial, qui est aussi hyper angoissant parce qu'on quitte notre cocon. Quand on est en néonate, on lève le petit doigt, il y a 12 blouses blanches, roses, toutes les couleurs qui débarquent. Et là, on a plus d'amis. On est tout seul à la maison. En plus, on n'a pas le droit de voir du monde. Parce que nos bébés sont hyper fragiles. On porte des masques, etc., etc. Il faut être hyper vigilant. Il y a une logistique bien précise et bien dédiée. Ouais. Alors en plus, là, comme nous, c'était des bébés de l'hiver, en fait. On est arrivé à la maison. Donc il y a tous les virus, la bronchiolite. C'est ça. Voilà. Donc douche de bétadine quand on arrive à la maison. Enfin, j'exagère un tout petit peu. Tout un protocole en tout cas. Mais ouais, il faut être hyper vigilant. On a 0 vie sociale. On est vraiment tous les 3. C'est hyper flippant. C'est génial. Et tout de suite après, il faut rebasculer dans le milieu hospitalier parce que nos bébés, il faut les suivre. Alors, ça dépend des régions. Il y a une vraie inégalité territoriale en France là-dessus. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, on a plutôt la chance que les systèmes de suivi fonctionnent bien. Donc, on a des rendez-vous à l'hôpital très régulièrement. On va au CASP, qui est une unité para-hospitalière où il y a des psychomotriciens. Sienne. J'en ai jamais rencontré des gars. Des orthophonistes, des kinés. C'est des métiers de femmes, tout ça. Hein. Blouse blanche, blouse rose, mais bref. C'est ça. Ouais. Qui vérifie que le développement de notre bébé est cohérent ou pas. S'il faut mettre en place un suivi plus spécifique, etc., etc. Donc ouais, l'arrivée à la maison. C'est lourd. C'est lourd et c'est pas fini, quoi. Aline parlait du marathon. Effectivement, quand on arrive en réal, les soignants nous parlent d'un marathon et ils ont raison. Hein. Mais eux, ils voient juste un 3000 mètres. Nous, il nous reste tout ça derrière. C'est à la fois hyper rassurant, mais en même temps, il faut se les tanner, tous ces rendez-vous-là, qui sont parfois difficiles, mais on le fait. Est-ce que vous avez eu des soutiens psychologiques l'un et l'autre, papa et maman ? Est-ce que vous avez eu des congés, du coup ? À quel moment vous avez repris le travail ? Quel âge avaient vos bébés ? Moi, j'étais en congé de création de boîte, donc ma boîte, elle a juste attendu. En fait. Stand-by. Ok. T'as repris le boulot au bout de combien de temps, du coup, ta fille, avec quel âge ? 1 an. Ok. Donc vous avez une période où vous pouviez être tous les deux, enfin tous les 3, hein, mais ouais. Et toi, Aline ? Alors non, moi, en ce qui me concerne, il a repris le travail. Charlotte avait 3 semaines. 1 mois peut-être. Okay. 1 mois. Le pronostic vital n'était plus engagé. Voilà. Et puis ensuite, il avait gardé son congé de naissance et quelques congés pour l'arrivée à la maison. Donc on a été ensemble pendant 3 semaines. Une fois qu'on a eu le ticket pour sortir de l'hôpital. Et moi, j'ai repris le travail il y a quelques mois. D'accord. Okay. Et donc elle a 5 ans bientôt ? Elle aura 5 ans en août. 5 ans en août. Donc elle a 4 ans et demi. Ouais. Puisque premier hiver, en fait, on n'a pas le droit de le mettre en garde ni collective, ni nounou, ni... Ça peut se comprendre après. Ouais. Et puis, en ce qui nous concerne, après, des difficultés et des diagnostics divers et variés sont tombés. Donc on a fait ce choix, on a eu cette chance aussi matériellement de pouvoir se poser la question. Donc je suis restée auprès de Charlotte pour l'accompagner au mieux dans son parcours médical qui a été vraiment... moi j'avais un agenda avec 2 ministres, je dis j'avais parce que ça va un peu mieux aujourd'hui, parce que Charlotte est scolarisée en classe spécifique, Ulysse, maternelle dédiée aux troubles des fonctions motrices. Donc sa rééducation, j'en parlerai peut-être après, se passe sur son temps scolaire. Tout de suite peut-être de... Quelles ont été du coup pour toi les complications, enfin les complications ou les séquelles, on parle de séquelles. Oui, c'est ça. Alors en fait, à partir de... Charlotte avait pas tout à fait 8 mois, qu'on commence à se dire, bon, il y a quand même au niveau moteur un retard qui dépasse peut-être l'ordre du retard et qui est plus un trouble. Donc on a commencé les rendez-vous. Alors il y avait une prise en charge, comme l'a dit Olivier. On peut choisir, c'est pas une obligation. On nous propose en tout cas, avant de quitter la néonate, de contractualiser avec le CAMS. Donc le CAMS qui est donc un centre d'accompagnement médical psychologique. Merci. Pour détecter, de la naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant, pour détecter précocement justement d'éventuels retards, troubles, quels qu'ils soient. Voilà, c'est au sens large. Donc évidemment, nous on a dit bien sûr, on va pas partir dans la nature comme ça avec une petite puce qui est née sitôt sans la faire suivre.
Donc kiné 2 fois par semaine, psychomote 1 fois par semaine, psychologue, voilà. Donc ça a permis de pas perdre de temps et d'être très rapidement dans une prise en charge qui était adaptée pour elle par rapport à son handicap qui est, elle a une lésion cérébrale en fait, du fait de la très grande prématurité ou du fait de son arrêt cardiaque à 1 semaine de vie, comme je disais, puisqu'il y a eu réanimation. Ça on ne le saura jamais, puis quelque part ça changerait pas beaucoup. Pas savoir, ouais. Ouais, je pense. La maladie de Charlotte, c'est une maladie neurologique qui s'appelle une dystonie généralisée. Donc c'est la commande musculaire en fait qui est parasitée, les messages envoyés par le cerveau aux muscles est parasité. Donc elle n'a pas le contrôle de ses mouvements. Elle a des mouvements qui sont involontaires, qui sont des postures anormales, voilà, donc avec une invalidité à plus de 80%. Elle ne tient pas assise, elle peut pas manger seule. Évidemment, pas de 4 pattes, pas de marche, langage difficile. C'est en train de venir, mais c'est une rééducation longue avec l'orthophoniste, c'est difficile. Donc on est sur un handicap très lourd. Donc en ce qui me concerne, 0 regret du coup de ne pas avoir repris le travail et d'avoir pris ce temps avec elle, pour nous, pour l'équilibre familial. Je dis aujourd'hui que mon couple va bien, mais on se dit aussi avec mon conjoint que peut-être que les choix qu'on a faits ont été les bons à un moment donné aussi. Après, je mets une parenthèse par rapport à ça. J'ai tout à fait conscience, par rapport aux gens qui nous écoutent éventuellement, qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire comme on veut, et que parfois on est obligé d'aller travailler tous les deux. Voilà. Donc dans notre malheur, on a quand même eu des choses facilitantes. Donc ça, c'est le cas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Charlotte, oui, est en situation de handicap, mais je le dis toujours, Olivier le sait, parce qu'on intervient beaucoup ensemble. Ça peut paraître pas drôle quand je le raconte, c'est pas drôle, mais c'est une petite fille qui va bien, qui est heureuse de vivre, c'est un soleil, et elle nous emmène avec elle. On sent que c'est un soleil pour toi. Ouais, complètement pour nous. Oui. Et Olivier qui la connaît va le confirmer. Donc on est une famille heureuse et épanouie avec une particularité qui est celle du handicap chez l'enfant et des inquiétudes par rapport à l'avenir, etc. Bien sûr. Mais la vie est belle malgré tout. Voilà, je voulais quand même le dire, ça c'est important. Merci pour ton témoignage. Et ouais, je confirme, Charlotte, c'est un soleil, c'est impressionnant. C'est petite. C'est une leçon de vie pour tout le monde. Voilà, tout le monde nous le dit. C'est moi la maman, bien sûr, je parais pas très objective là, mais oui, bizarrement. Bizarrement, mais c'est le retour qu'on a vraiment. Mais ça arrive souvent de dire ça d'enfants qui sont porteurs de handicap et de dire mais c'est des rayons de soleil quoi. Ils ont plus de un truc en parfois, plus. C'est ça, tout à fait. Ils perçoivent les choses tellement peut-être différemment aussi de nous. Comme tu disais, ça a remanié les priorités de ma vie, ça a remanié la manière dont je voyais la vie. Et on peut comprendre que quand on traverse ces épreuves-là, tu vois, moi j'essaie de m'imaginer, mais je ne peux pas totalement me mettre à votre place, puisque je pense qu'il y a des choses qui se racontent, qui voilà, ça se partage, on peut sensibiliser. On peut s'imaginer, mais après le vivre. Mais il n'y a que quand tu vis que tu comprends. Mais c'est pour vraiment. ça que pour nous, c'est si important de prêcher la bonne parole, que ce soit en témoignant, comme on peut le faire aujourd'hui, ou dans d'autres circonstances, mais que ce soit aussi en allant à la rencontre des parents dans les services, en allant dialoguer avec les soignants, justement, parce qu'effectivement, tant qu'on l'a pas vécu, on peut être dans l'empathie la plus totale, il va manquer quelque chose pour le comprendre parfaitement. Et donc, oui, je pense que vous êtes les plus proches du ressenti des parents qui sont peut-être en train de le vivre aussi aujourd'hui. D'ailleurs, à SOS Préma, les bénévoles que nous sommes, on s'appelle en fait des parents experts en fait, parce que on est experts de la prématurité. Vous êtes plus experts que des soignants, je pense. J'en suis presque même sûre. Mais moi, qui est très amie avec Aude Lafitte, qui se bat, qui a lancé la campagne sur le syndrome du bébé secoué, elle est plus experte que moi sur le syndrome, puisque quand on vit les choses, déjà on a envie de tout savoir, tout comprendre. Et puis on se documente tellement, on s'informe tellement, et en plus vous investissez dans une association dont c'est la prématurité, ça s'appelle SOS Préma. Donc on va en parler même, ça. Faites une parenthèse de pub pour parler de SOS Préma. Tant qu'à faire, non, mais c'est l'occasion ou jamais. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur SOS Préma? Qu'est-ce que vous, alors au-delà de peut-être faire des actions pour expliquer dans les maternités, qu'est-ce que vous faites exactement en plus? Alors, déjà... il va me corriger. Ah non, c'est tout à fait ça. Non, mais l'asso, elle est relativement ancienne. Elle a 16 ou 17 ans maintenant. C'est Charlotte Bouvard qui l'a créée? Ouais, c'est ça. Qui était elle-même maman d'enfants prématurés. C'est exactement ça. Et le leitmotiv de l'asso, c'est tous les bénévoles sont des parents
d'enfants prématurés. C'est notre seule légitimité quand on va dans les services. Et quasiment tous les salariés du siège sont aussi des parents d'enfants prématurés. C'est hyper important et c'est une asso qui est hyper scientifique. Tout à l'heure, je parlais du NIDCAP. On veut surtout pas être une association de parents qui sautent sur leur siège en disant on veut être présent auprès de notre bébé. Ça n'a juste aucun sens. Ce message-là, il n'est pas audible par les soignants. Nous, ce qu'on veut, Pourtant, il pourrait l'être, hein, excuse-moi, mais il pourrait tout à fait l'être. Ouais. Mais il l'est d'autant plus que scientifiquement, on a démontré que le pot à pot, l'allaitement maternel, la présence parentale, ça améliore le devenir de nos bébés. Donc il y a zéro doute, quoi. Il y a zéro question à se poser. Donc oui, à l'assaut, notamment, on soutient beaucoup les parents avec un numéro vert, etc., en intervenant dans les services. Moi, il y a un truc qui me choque parce que tout le monde est d'accord sur le fait que les parents d'enfants prématurés doivent être présents auprès de leur bébé. C'est que je connais pas un seul hôpital en France, je crois qu'il n'y en a pas un seul, où les chambres des bébés prématurés sont plus grandes qu'à la maternité. Pourtant, sont plus grandes qu'à la maternité. Pourtant, notre durée de séjour, c'est 1 mois, 3 mois, c'est pas 3 jours. Est-ce que ça sera envisageable que ce soit des chambres avec des lits où les parents puissent dormir dans la chambre ou j'en sais rien, moi. Il y en a quelques-uns. À l'hôpital de Dole, notamment, il y a 3 chambres parentales. Parce que pourquoi pas, en fait. Ça paraît logique et pourtant ça n'a paru logique à personne pendant 50 ans. Et aujourd'hui, on commence à dire, l'asso porte vachement ça. On fournit des fauteuils de transfert pour que les bébés qui naissent soient transférés en pot à pot vers l'AREA, vers la néonate. On finance des fauteuils lits pour que les parents puissent dormir. Voilà, parce que nous, on est vachement attachés, notamment à la charte du bébé hospitalisé qui prône le 0 séparation. Scientifiquement, il faut aller vers ça. Ouais, puis la relation d'attachement, en effet, quand tu dis que tu avais été séparé pendant 24 heures de ton bébé, peut-être que dans cette situation-là, c'était impossible de faire autrement parce que tu n'étais pas en état de... J'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, en effet, on peut encore faire plus parce que il y a des séparations qui peuvent être très dommageable. Et oui, pourquoi pas des lits ? Bah écoute, c'est ça peut-être votre prochain, mettre des lits, des lits de couple, parce qu'il faut ça existe, le père et la mère. Certains services, il y a des hôpitaux, ça existe. Donc c'est pas encore à Strasbourg. On sent que ça tend vers ça gentiment quand même, quoi. Mais par contre, le chemin est encore très long. Ouais, parce que j'allais dire, même en mater, enfin voilà, quand il y a un père qui est en calbute dans la chambre, il y a les soignants qui vont dire qu'est-ce que je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc moi, je serais pour un jacuzzi dans la chambre. Je peux me permettre. Là, tu t'éloignes du débat là. Non, mais je veux dire, je me dis en néonate clairement, parce qu'en fait, en plus, si on rend les parents experts, si on rend les parents partenaires de soins. Autant aller au bout du truc. Ouais. Et quoi d'autre du coup, Olivia ? Alors, quelle autre requête ? Déjà, là, si on fait ça, c'est quand même pas mal. Pas mal. Les parents, on les place au cœur des choses. J'ai une question. Qu'est-ce que la société, alors au-delà des lits, qu'est-ce que la société, elle fait pas encore, ou en tout cas insuffisamment, parce que vous êtes une asso. On est d'accord, moi quand je parle de société, je parle au sens large, je parle l'État, je parle des médias, Qu'est-ce qu'elle fait pas encore la société pour faire avancer suffisamment les choses ? Ou qu'est-ce qu'elle devrait faire davantage ? En parler plus de communiquer déjà, la Vous êtes invité sur des médias nationaux. Charlotte Bouvard, elle est invitée régulièrement sur les médias nationaux. Pas plus que ça pour parler de tous ces sujets-là. Régulièrement, on va pas s'énerver. On intervient de temps en temps, mais ça reste. Il n'y a jamais eu de grande soirée prématurité pour parler de tout ça, quoi. Non. Je vais pas donner le nom, mais il y a une émission sur la natalité qui passe, je sais plus sur quelle chaîne du câble, là, ça commence par Baby, il y a Boom derrière. Ah ouais, ok, d'accord. À chaque fois qu'ils parlent de la prématurité, la vision, elle est complètement déformée. C'est du grand n'importe quoi. Ça a pas l'air très grave. Je dis ça avec beaucoup de distance, mais ça a pas l'air très... Ça va. Mais c'est exactement ça, quoi. Bah ouais. Ah ouais, d'accord. Baby... Bah ouais, ils en ont même tourné un ici. Non, je suis étonnée que tu regardais Baby Boom. D'habitude, c'est les femmes enceintes qui... Non, j'ai regardé Baby Boom, ouais. Tu vois souvent le père assis vraiment très mal dans une pauvre chaise en train d'attendre, tout le monde s'en fout de lui. Toi, t'es beaucoup en victimisation du père. Parce que moi, j'ai un peu un autre point de vue. C'est normal. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Pour le coup. Alors Baby Boom, vas-y. Alors Tartine. Voilà, non mais la vision est complètement déformée de la prématurité. Ça n'a juste aucun sens par rapport à ce qu'on a vécu. Et oui, je rejoins Aline. Il faudrait vraiment qu'on parle plus de la prématurité, qu'on avertisse les parents que le risque
qu'il existe. Il y a 8% des naissances en France, c'est des naissances prématurées. 8%, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est presque une naissance sur 10, quoi. Voilà. Et quand on en parle avec avec le monde de l'obstétrique, que ce soit les sages-femmes, les gynécos, etc., souvent, on nous rétorque, mais on a peur de faire peur aux parents. Mais il vaut mieux être au courant. Mais ça, c'est valable pour la prématurité et tellement d'autres choses. Il vaut mieux savoir à l'avance. Plutôt que de découvrir dos au mur. C'est comme devenir parent. On dit pas que c'est super dur, mais si, il faut le dire, justement. Parce que sinon, tu le découvres et tu te prends une claque. Typiquement, en ce qui me concerne, je savais pas que c'était des contractions, ce que je ressentais depuis un mois. Je m'écoutais peut-être pas suffisamment. La douleur, ok, il y avait une douleur, mais je croyais que c'était ma fille qui bougeait beaucoup et qui me faisait mal. J'avais le monito, j'étais hospitalisée donc pour menace d'accouchement prématuré, et un monito avec une sage-femme, donc enregistrement des contractions, etc., et du cœur du bébé. Là, elle me dit, là vous allez avoir une contraction. Et là, t'as senti la vague arriver. Ouais, je prends vraiment. Et là, je prends cher parce que je me dis, mais en fait, je lui dis d'ailleurs, mais en fait, ça fait à peu près un mois que je ressentais ça tous les jours. Donc si on nous disait davantage, attention, si vous avez ce genre de sensation, à ce terme-là, vous devez pas avoir mal quand votre bébé bouge, quoi, ou se retourne à la fin. Oui, pas. Pourquoi pas, mais pas à ce terme-là. Ce qui peut faire culpabiliser, du coup. Ouais, alors j'ai eu la chance de pas être là-dedans. Il y a effectivement, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast. Il y a beaucoup de parents qui culpabilisent, ça n'a pas été mon cas. Donc oui, plus on en parlera et plus on diminuera effectivement les risques, et en sachant que la prématurité, il y en aura de plus en plus parce que grossesse tardive, parce que la prise en charge, finalement, la modernité permet, et les progrès de la médecine permettent de faire naître des bébés qui n'auraient pas été viables avant, donc, mais qui sont des prémas. Ouais. À quand une grande soirée débat du coup sur la prématurité sur une grande chaîne, ce serait peut-être ça, en plus des lits parentaux, les deux axes à développer, il faut que vous le soumettiez à Charles Zéro Bouvard. Séparation. Ouais. Tenez-nous au courant. Mais une grande soirée pour parler de tout ça, parce que zut quoi, 8% de naissance et on n'en parle pas plus que ça, c'est pas normal. Et moi je reviens, tu me parlais de la charte sur les droits des enfants hospitalisés, mais je pense sincèrement que tout ça c'est lié à la vision dont on voit les tout petits. J'en suis intimement persuadée, à la place qu'on leur laisse dans la société. Donc je pense que vu qu'on va leur laisser, j'ose l'espérer, de plus en plus de place, et aux parents qui les accompagnent évidemment et qui les soutiennent, on peut espérer ça. Une toute dernière question, s'il y a des parents qui nous écoutent, quels conseils, ou qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, soit par des mots-clés, soit des petites phrases, qu'est-ce que vous voudriez leur transmettre, s'il y a des parents qui sont là en néonat, en réa, ou qui traversent des moments difficiles ou pas, ou qui se questionnent, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, Aline, toi ? Alors moi je pense que déjà c'est d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer, vraiment, de pas rester avec un sac à dos rempli de cailloux, mais vraiment beaucoup trop lourd, parce qu'il va falloir tenir dans la longueur, première chose, et il va falloir être capable de prendre soin de soi à certains moments. Alors quand on est encore vraiment dans le feu de l'action en réa et que on sait pas si notre bébé va vivre, on peut pas prendre soin de soi, clairement. Mais moi, le conseil que je donne aux parents que je vois, quand le cap justement du principe vital est passé, je leur dis, il va y avoir à un moment donné l'arrivée à la maison. Donc là, si vous arrivez complètement cramé à ce moment-là, c'est pas fini derrière. Nous, pour illustrer ça, avec mon conjoint, 2 semaines avant que notre fille, on ait l'autorisation de l'amener avec nous, on s'est offert 24 heures. On s'est barré 24 heures dans une petite chambre d'hôte toute mignonne dans le Jura, au milieu de nulle part. Et on n'a même pas culpabilisé. Et voilà, et je pense qu'il faut s'autoriser aussi à se dire, aujourd'hui, je me sens pas prêt. On parle du zéro séparation, ce qui est, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Et on milite pour ça. Mais on milite aussi pour, écoutez-vous, ne culpabilisez pas. Aujourd'hui, vous êtes crevé, vous avez besoin de faire autre chose, aller prendre l'air, aller marcher dans les bois, mais faites-le, parce que si vous allez bien, vous tiendrez mieux le coup pour votre bébé, et au final, tout le monde se sentira mieux. Je vois beaucoup de parents qui s'obligent en fait finalement à être de 8h du matin à 20h dans le service. Si c'est comme ça qu'ils le vivent bien, très bien, mais s'ils sentent qu'ils ont besoin un peu de s'échapper quelques heures, ils ont le droit, quoi. Ce ne sont pas des super-héros. Puis remplir son propre vase pour prendre soin des autres, c'est aussi valable pour ça. Mieux on est avec soi-même, mieux on peut, plus on peut donner après.
Mais vas-y Olivier, Ouais. il lève le doigt. C'est mignon. Ouais, moi je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur parents partenaires de soins. Il y a une bonne façon de prendre conscience de ça pour les parents qui sont aujourd'hui en néonat ou en réa. C'est que ce sont les personnes qui connaissent le mieux sur Terre leur bébé. Personne d'autre. Hein. C'est hyper important qu'ils en aient conscience pour prendre leur place au sein de l'équipe, avec l'équipe, à côté des soignants. Il y a zéro confrontation. Chacun est expert dans son domaine et les parents sont experts de leur bébé. Voilà. Et les deux expériences, vraiment, Complémentaires. sont hyper importantes à mettre ensemble pour que les bébés sortent plus vite de néonat, avec moins de risques des séquelles, etc., etc. Ensemble, on va plus loin. Hein? Grand corps malade. C'est ça? On mettra un petit extrait. C'est l'adage, c'est un adage africain. Seul on va vite et ensemble on va plus loin. On mettra un extrait en fond, tu vois, ça va être bien ça. De Grand Corps Malade, Ouais, ça pour peut finir. être pas mal. Un grand merci pour votre témoignage. Bah, soutenez On verra. SOS Préma, voilà. Est-ce que vous avez un site Comment on internet peut justement faire pour Ouais. soutenir SOS Préma? Alors, ouais, il y a un site internet, sosprema.com. Il y a plein d'infos d'ailleurs pour les soignants et pour les parents. N'hésitez pas à y aller, adhérez à l'association, soutenez-nous. Plein de gens qui font des défis solidaires sportifs pour récolter des fonds. Est-ce que vous serez à la pour course l'assaut. des héros le 18 juin à Paris? Alors, nous, non, mais on a beaucoup de nos Ok. camarades bénévoles SOS Préma qui... sera Bien sûr, bien sûr. le ouais. 18 Ouais. juin. Mais on a une bénévole, une copine qui est à l'hôpital de Coulommiers. Ça ne dit rien à personne, c'est en Tu sais, ce Seine-et-Marne. fromage Ouais. Ouais, On sent les gourmands, là. qui intervient à l'hôpital de Coulommiers, qui va bientôt, en fin de semaine, commencer un tour de la Bourgogne avec son mari et son fils ou sa fille, je ne sais plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, à la soutenir, à l'encourager. Donc en fonction. Alors attends, parce que c'est du podcast, en fonction du moment où ça va être écouté, Ah ouais, ça sera peut-être soit terminé. ouais, ça sera terminé. Ça sera, je pense, c'est pas terminé. grave. Elle aura fait un tour Elle de l'aura la fait. Bourgogne. Ah, ça a été pour magnifique, récolter il a des été dons pour super l'assaut. beau. Voilà, ils ont récolté vraiment Ok. beaucoup d'argent. Abonnez-vous à nos réseaux, ça Aussi. permet de suivre Donc, l'actualité de LinkedIn, l'association. Facebook, Instagram. Instagram. Ouais. On mettra les liens dans la description du podcast, comme ça les gens pourront directement vous contacter si besoin et Voilà. vous soutenir, je l'espère. Un grand merci à Merci à vous deux, pour, Olivier, Aline. ces Merci. récits très très riches Merci à vous. Merci. C'était trop cool. pour nous aussi.